Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour et bienvenue dans le podcast Rustica. Le sol que nous piétinons n'est rien de moins que l'origine du monde. Il est une explosion de vie et sans doute la plus riche construction du monde vivant. Il héberge la plus grande fraction de la biodiversité et avec elle, souterraine aussi, se trouve la plus forte diversité des mécanismes qui permettent le fonctionnement des écosystèmes. Professeur du Muséum national d'histoire naturelle, Marc-André Selos enseigne dans plusieurs universités en France et à l'étranger. Ses recherches portent sur les associations à bénéfice mutuel, les symbioses, impliquant des champignons, et ses enseignements sur les microbes, l'écologie et l'évolution. Dans ce podcast Rustica, il nous emmène à l'origine du monde. Si vous voulez stocker du carbone, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pousser des arbres. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il fait frais sous les arbres en été? C'est vrai, d'ailleurs on dit souvent qu'on risque d'attraper froid si on s'endort sous un figuier. Pourquoi il fait frais sous les arbres en été? C'est parce que la sève s'évapore. J'en ai encore une, il faut qu'elle me revienne. Ah oui, citez-moi un exemple d'un aliment qui ne vient pas du sol. Donc évidemment, pas une salade ou pas un mouton. Ouais, mais l'oiseau, il a quand même mangé des trucs qui traînaient par terre à un moment ou à un autre. Hein. Ah bah oui, une algue ou un poisson. Eh bien, toutes ces réponses sont fausses. Parce que la réponse à tout ça, il faut passer par le sol pour voir que c'est faux. Enfin que c'est faux. Qu'on peut mieux faire. C'est pas complètement faux. Mais en réalité, derrière tout ça, il se cache le sol. Bon, donc, pour l'instant, c'est un peu bizarre. Hein. Vous allez voir, c'est pas bizarre du tout. Je vous propose qu'on décrive un peu le sol. Qu'est-ce que c'est que le sol? On en voit un peu là, hein, qui à l'entrée, il y en a qui affleurent, là, surtout que c'est très piétiné, alors il n'y a pas trop de couverture végétale. Le sol, on peut le définir tout bêtement comme ce qui est à l'interface entre l'air et les roches qui sont en dessous. Ce qu'on appelle la roche-mère, techniquement. Absolument. Vous y êtes? Alors ici, si on creuse un peu, je pense qu'on va trouver des marnes ou des cailloutis de la Seine. D'accord? Bon. Ça, c'est l'endroit où il est, mais c'est pas ce que c'est. Maintenant, on peut aussi dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a un mélange de roches et de morceaux de roche ou de dérivés de la roche qui viennent justement de ce qu'il y a en dessous. Et puis, il y a aussi de la matière organique. Et d'ailleurs, le sol, je vous en ramenais parce que là, quand même... Alors, ça va pas être bien visible pour tout le monde, mais vous voyez, c'est un peu noirâtre, ce truc. Hein? C'est grumeleux, d'ailleurs, c'est marrant. Bon, il y a de la matière organique. Bah oui, c'est là-dedans que les vers font caca... les écureuils, les oiseaux, enfin tout le monde défèque là, les feuilles mortes tombent. D'ailleurs, ah oui, tiens, il y a aussi les racines mortes, enfin vous y êtes. Donc c'est un mélange de matière organique et de matière minérale. Et ça, cette définition-là, qui est un peu plus précise que la précédente, c'est celle qu'on a très longtemps utilisée, sans regarder de près ce qui se passait dedans. Et donc, l'idée, c'est que c'était plus ou moins une espèce d'éponge, une éponge à eau, une éponge à aliments pour les plantes, et on l'a traité comme telle, quoi. On a remis de l'eau, c'est l'irrigation. On a remis de l'azote, du phosphate, du potassium, c'est les engrais minéraux. Vous y êtes? Et puis, on touille. Parce que c'est vrai qu'avec l'eau de pluie, tout a tendance à descendre, hein, à être entraîné vers le fond. Donc, on touille. Touiller sur un sol, ça s'appelle labourer ou bêcher. Oui, mais alors, si vous êtes propriétaire de 350 hectares, à la bêche, ça ne le fait pas. Hein. Mais oui, mais c'est ça, c'est bêcher, labourer, on touille, quoi. Et ces pratiques-là, elles ont une grande vertu. Des pratiques donc, qui reposent sur les engrais minéraux, qui reposent sur le labour, le bêchage, si l'on veut, et puis qui d'ailleurs utilisent des pesticides, elles ont une grande vertu, c'est qu'elles ont complètement répondu au programme qui était fixé à la fin du 19e. En finir avec les famines. Ça, il faut quand même s'en souvenir. Il ne se passait pas 10 ans en Europe sans qu'il y ait des morts. Au XXe siècle, les seuls morts qu'il y a eu, c'est parce que les Allemands nous piquaient la bouffe ou parce que Franco foutait le bordel en Espagne. Bon, là, il y a eu effectivement des gens qui sont morts de faim, mais c'est des problèmes d'instabilité politique. D'ailleurs, ça nous rappelle
qu'actuellement, on va avoir effectivement des émeutes de la faim dans le monde, et c'est toujours un problème politique, ce n'est plus un problème technique, ok ? Donc il faut s'en souvenir de ça. Cette agriculture conventionnelle et la façon dont on a géré les sols, qui part d'une définition finalement assez bestiale du sol, qu'est-ce que c'est chimiquement ? Elle a une vertu, c'est qu'elle a nourri le monde, d'accord ? Et nous, on est nés avec une petite cuillère en argent dans la bouche dont on ne se rend même pas compte, on n'a jamais eu faim. Enfin, peut-être certains d'entre vous ont eu un parcours personnel difficile, mais c'est quand même difficile d'avoir faim aujourd'hui dans nos pays, en Occident. Ok, mais c'est pas très fin comme définition, et effectivement, je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, cette agriculture conventionnelle et cette façon habituelle de gérer les sols, c'est pas optimal pour d'autres raisons. Il n'y a pas que la quantité de nourriture qui compte, il y a aussi la qualité de vie, la qualité de l'environnement, la santé, le goût aussi des produits que l'on mange. Moi, je suis arrivé un peu plus tôt là pour faire mes courses. D'ailleurs, je vous ai à l'œil, parce qu'il y avait des tas de bonnes choses là. C'était bien, on pouvait goûter. Ok, ça, c'est une définition du sol maintenant que je vais vous proposer comme un endroit plein de vie. Alors, c'est marrant d'ailleurs de dire plein de vie parce que quelqu'un me faisait remarquer que finalement, en quantité, les cellules vivantes dans le sol, c'est pas le composant essentiel. Il y a beaucoup de choses dans le sol par rapport à ce qu'il y a dessus, mais en pourcentage du sol, ça fait vraiment rien. Ça fait entre 0,1 et 1% du poids du sol qui est vivant. Donc, c'est vrai que l'avoir loupé dans les premières études des sols, c'est quantitativement pas aberrant, sauf que vous allez voir, cette poussière de rien du tout dans le sol, elle fait tout. C'est quoi le vivant du sol ? C'est d'abord, je sais, vous avez les vers de terre là, qui vous viennent à l'esprit, oubliez les vers de terre. D'abord, il y a des sols sans vers de terre, par exemple en Amérique, il n'y a jamais eu de vers de terre, en Amérique du Nord. Jamais. Donc, oubliez les vers de terre. On y repensera après, d'accord ? Il faudra qu'on repense à ça, là. Parce que ça nous parle de vers de terre, ça. Non, c'est des microbes, avant tout. Des microbes qui vont attaquer deux choses. Il y a ceux qui attaquent la matière organique. C'est-à-dire les feuilles qui sont tombées, les cadavres de hérissons. Vous y êtes ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font comme vous. Ils boulottent ça. Et ils en font quoi ? Ils grandissent un peu, les microbes, mais ils ont besoin de respirer parce qu'ils ont besoin d'énergie. Et vous savez, quand la matière qu'on a pris dans l'alimentation et qui nous sert à faire de l'énergie, on la fait réagir avec de l'oxygène et ça donne du CO2, et puis des déchets azotés et phosphatés qu'on met dans l'urine et qu'on rejette dehors. Vous êtes conscient que dans l'urine, il y a plein de phosphate et il y a plein d'azote dans une molécule qu'on appelle l'urée. Mais d'autres organismes, ils rejettent de l'ammonium, par exemple. D'accord ? Donc l'idée, c'est que les microbes aussi, ils émettent du CO2 et puis de l'azote minéral, du phosphate, du potassium. Et ça, en fait, l'attaque par les microbes de cette matière organique, c'est ce qui va libérer la fertilité, c'est-à-dire le CO2 dans l'air que les plantes vont utiliser pour la photosynthèse, et l'azote, le phosphate, le potassium, qui vont être pris par les racines et puis permettre à la plante de refabriquer de la matière organique. Vous y êtes ? Donc, ils sont en train de recycler, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ramènent la matière organique au point de départ. Et d'ailleurs, Pasteur disait que sans les microbes, l'œuvre de la mort serait incomplète. Ce qu'il voulait dire, Pasteur avait une vision du monde microbien qui était très nuancée. Il savait que ça pouvait être dangereux et positif. Pasteur n'était pas un hygiéniste. L'hygiène pasteurienne, c'est les médecins pasteuriens qui l'ont inventé. C'est pas Pasteur. Pasteur, il stérilisait là où il fallait stériliser, mais pas partout. Et donc, l'œuvre de la mort, disait-il, serait incomplète parce que il y aurait pas. On serait entouré. Il le dit dans ce texte-là. On serait entouré de tonnes de déchets organiques et il y aurait plus d'azote, plus de phosphate, plus de CO2, gaz carbonique disponible pour les êtres vivants. Donc le sol, c'est un pourrissoir, sauf que ça pourrit lentement. Et donc, il y a de la matière organique qui va être attaquée par les microbes, mais qui ne l'est pas encore. C'est ce qui est noir dans le sol. D'accord ? Mais dans 10, 20, 50, 100, 150 ans, toute la matière organique qui est là, elle aura disparu. Bon, il en sera arrivé d'autres. Donc c'est une salle d'attente pour ça. Alors il y a d'autres microbes qui vivent de façon différente en s'attaquant aux pierres. Alors je ne vais pas rentrer dans leurs détails de vie, mais il y en a qui vivent scotchés sur les petits morceaux de roches qu'il y a dans les sols, et ils peuvent faire des réactions chimiques sur ces roches qui libèrent de l'énergie et vivre avec cette énergie. Moi je connais des bactéries par exemple qui oxydent le fer, elles font rouiller le fer des roches,
Et elles en tirent de l'énergie pour vivre. Elles font leur sucre après. C'est incroyable, hein. Mais il y a aussi des microbes qui sont là juste parce qu'en déstabilisant la roche, il la dissolve et il récupère du potassium, du phosphore, des oligoéléments. Vous y êtes? Donc quelque part, en fait, c'est des mineurs, quoi. Ils sont en train de déstabiliser la roche et ils se nourrissent, complètent leur alimentation avec ce que ça libère. Au passage, ils font ça salement, c'est-à-dire qu'il y a des fuites et une partie de ce qu'ils ont, des roches qu'ils ont attaquées, une partie de ce qu'ils ont solubilisé, comme on dit, une partie de ce qu'ils ont libéré, ça passe dans l'eau et ça leur échappe et ça profite encore aux plantes. Donc on peut dire aussi que la matière minérale qui se trouve dans le sol, elle est en train de devenir sous l'effet des microbes. Vous y êtes? Donc là, je vous ai présenté les microbes comme des choses qui expliquent que dans le sol, il y a de la matière organique, oui, mais elle va plus ou moins tard être décomposée. Et il y a de la matière minérale, oui, mais plus ou moins tard, elle va être complètement dissoute dans l'eau du sol. Mais ça prend du temps. Et le sol, c'est la salle d'attente où la matière organique et la matière minérale sont en train d'être transformées. Et qui la transforme? Et évidemment, si on attendait très très longtemps, il y aurait des réactions chimiques qui feraient disparaître la matière organique au bout de quelques dizaines de millions d'années. Évidemment que les roches finiraient par se dissoudre au bout de quelques dizaines de millions d'années. Mais le vivant, il active tout ça. C'est lui qui fixe le tempo de ce mécanisme-là. Et ce vivant, c'est surtout des microbes. Alors, c'est qui les microbes maintenant? Parce que quand on a dit microbes, on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est simple. Il y en a qui forment des petits filaments qui grandissent en se ramifiant et en se recollant entre eux. Oui, c'est ce qu'on appelle des ifs, c'est les champignons qui sont faits de filaments microscopiques. Alors ça vous scotche peut-être d'entendre dire que les champignons sont des microbes. Je vous rappelle que les microbes, c'est ce qui est microscopique et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Parce que vous, je sais pas, qui est-ce qui ramasse des girolles ou des cèpes ici? Ou qui a cuisiné les champignons de Paris? Tout le monde, j'espère. Hein. Alors vous dites, c'est quand même pas microscopique. Non, mais ça, c'est l'organe reproducteur. C'est une partie qui sort du sol à un moment, qui est d'ailleurs faite de filaments microscopiques, mais agglomérés ensemble, et qui produit des petites cellules qui vont être transportées par le vent. Et puis quand elles arrivent à un endroit favorable, pof, elles vont regermer en un filament qui va se ramifier et faire un réseau microscopique. Si vous voulez, au jour le jour, le champignon est microscopique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces parties que vous mangez, elles poussent si vite. Elles poussent comme des champignons. On dit ça souvent. C'est parce qu'en fait, c'est appuyé sur quelque chose qui est en train d'accumuler microscopiquement dans tout un tas de filaments microscopiques qui sont partout dans le sol, des réserves pour que ça pousse vite au moment où ça pousse. Vous y êtes? Donc au jour le jour, un champignon, c'est des filaments microscopiques. Et qui peuvent faire les choses que je vous ai dit précédemment. Vivre de matière organique, et ou, il y en a qui font que l'un, que l'autre, ou les deux, et ou aller attaquer des roches pour se faire un sandwich au phosphore, quoi. D'accord? Plus petit maintenant que les champignons, 10 fois plus petit, parce que les filaments de champignons, en gros, c'est 1/100 de millimètre. Ça, vous voyez que déjà, même avec des très bons yeux, c'est pas trop visible. Plus petit, 1/1000 de millimètre. Là, c'est les bactéries. Les bactéries, elles sont faites de toutes petites cellules, parfois en chaînettes. Et d'ailleurs, les bactéries, elles ont ceci d'intéressant que, bon là, ouais, ça sent un peu la terre, là. Pas trop. Il y a notamment tout un groupe de bactéries qu'on appelle les actinobactéries qui sont responsables de l'odeur de la terre. Vous savez, quand on dit, oh, ça sent la terre. C'est une odeur qu'on retrouve dans la betterave d'ailleurs, parce que la betterave est capable de faire la même molécule. Les actinobactéries, disais-je, et la betterave font ce qu'on appelle la géosmine, une molécule qui a le goût et l'odeur de sol. Et d'ailleurs, qui a aussi l'odeur qu'il y a après la pluie, parce que quand il a plu, l'eau envahit les pores du sol, chasse l'air, et vous avez cette odeur de sol diluée, et ça contribue. Donc, les actinobactéries. Mais alors, vous voyez que donc tout le monde connaît l'odeur des actinobactéries sans connaître leur nom. Ça, c'est un peu l'histoire des microbes. Parce que c'est quand même bizarre de connaître l'odeur de quelqu'un sans connaître son nom, non? Et l'histoire des microbes, c'est qu'en fait, ils sont visibles de plein de façons dans l'environnement autour de vous. Alors, donc, l'histoire, c'est que ces bactéries-là, en fait, vous les connaissez bien à l'odeur, mais c'est vrai que, bon... et ça, c'est le drame des microbes, si je peux faire une petite parenthèse. Vous les connaissez aussi, ces bactéries, parce que certaines d'entre elles fabriquent des antibiotiques que nous utilisons, nous. Par exemple, si vous connaissez la streptomycine ou l'actinomycine, qui sont des antibiotiques que vous avez peut-être dans un pharmacie. Si vous avez un adolescent avec de l'acné, je suis sûr que vous avez de l'actinomycine. Non? Parce que, bon, bien sûr, nous, on n'a jamais eu de bouton. On n'a jamais utilisé d'actinomycine pour nous. C'est Streptomyces, actinomyces, c'est des bactéries du groupe des actinobactéries aussi. Donc,
Alors maintenant, plus petit encore, et encore d'un ordre de grandeur. Alors là, ça commence à être petit, hein, puisqu'on est à 0,1 millième de millimètre, un 10 millième de millimètre. Ben, c'est des trucs qui sont tellement petits qu'en fait, ils peuvent rien faire tout seuls, ils ont besoin de s'aider d'autre chose. Vous les connaissez? Oui, vous les connaissez, je suis sûr. C'est les virus. Alors c'est vrai que là, on n'est plus masqué. Si, il y a quelques-uns qui sont masqués. Ça, c'est parce qu'on est en campagne électorale, hein. C'est pas parce qu'il n'y a plus de virus. Rassurons-nous, hein. Merci. Les virus, vous les connaissez, ils sont tellement petits qu'en fait, eux, à l'intérieur d'eux, il n'y a pas de quoi refaire des virus, il n'y a pas de quoi faire de l'énergie. Hein, ils ne peuvent pas respirer et tout. Et donc, ben, ils rentrent dans une autre cellule et il la détourne complètement pour refaire des virus. Et il détourne sa machinerie pour ça. C'est le principe des virus. Alors, les virus, il y en a plein dans les sols, mais on ne sait pas bien les étudier, donc on ne sait pas trop ce qu'ils font, on va les oublier. Alors, maintenant, j'ai commencé par les microbes parce que j'en ai 5 tonnes par hectare. Ah oui, ils sont petits, mais quand je bats sur tout le sol. Alors, ils sont surtout vers la surface. Plus vous enfoncez, moins il y en a. Mais si vous cumulez tout ça, vous en avez 5 tonnes par hectare. Et ça, c'est vraiment le truc important. Alors après, qu'est-ce qui est important quantitativement dans les sols? L'autre grosse chose qu'il y a dans les sols. Non, mais vivante, je veux dire. Là, je vous dresse... Là, je vous ai montré les microbes, je vous ai dit ce qu'ils faisaient, je vous ai dit qui c'était. Bon, fini pour les microbes. 5 tonnes par hectare, c'est bon. C'est réglé. Et vous pensez aux animaux, mais non. J'ai pas parlé des amis, bon, on aurait pu en parler, mais on n'a qu'1 heure, donc. C'est des microbes aussi. Mais oui, les racines. Regardez, on oublie tout le temps les plantes. Et les racines, vous savez que c'est le tiers de la masse de la plante. Énorme, hein? C'est parce que quand on arrache une plante ou quand le vent arrache une plante, il n'y a que les grosses racines qui viennent. Les petites, et c'est l'essentiel de la masse, les petites qui vont explorer en finesse le sol, elles restent dans le sol. Alors c'est vrai qu'on a du mal à deviner ça, mais on a aussi, alors c'est un chiffre moyen, hein, parce que entre un sol du parc floral, un sol de la Beauce, d'accord, et un sol tout rikiki sur une pente, sur un flanc de coteau au bord de la Seine, ça va varier. Mais pour un sol standard à la louche, on a 5 tonnes de racines encore. Et les animaux, on n'en a qu'une tonne, tonne et demie. Alors, c'est vrai que dans la représentation collective, les animaux, on les voit pour 2 raisons. 1, ils bougent et ils sont assez gros. Il y en a des très petits qu'on ne voit pas, mais il y en a quelques-uns qui bougent et qui sont assez gros. Donc, c'est vrai, les taupes, les vers de terre, on les voit. La deuxième chose, c'est qu'en plus, on a tendance à être... Parce que moi, ce que je vois dans le sol, en moyenne, quand même, c'est des racines. Vous avez eu du mal à les trouver. On est anthropocentrique et zoocentrique. C'est-à-dire qu'on voit tout à travers nous. Alors c'est vrai qu'on est très sensible au monde animal. Regardez, il y a un film, bon, j'étais directeur scientifique, un des directeurs scientifiques de ce film, et j'avoue que autant c'est un superbe film animalier, autant c'est raté comme film côté microbien. Le Chêne qui vient de sortir, d'accord, qui est sur les écrans en ce moment. Ben, les réalisateurs s'y sont pas trompés, hein, pour que les gens s'intéressent aux chênes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré des geais, des insectes, des écureuils, des rapaces, des cerfs, des sangliers. Et moi, j'étais là, ben, est-ce qu'on pourrait montrer un champignon ou deux? Il y a un bolet, je crois, à un moment. Et encore, il n'est pas très beau. Bon, ok, donc nous, on a du mal à ne pas voir le vivant comme étant, enfin, à travers l'animal. C'est à ce point qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous intéressent aux plantes en vous parlant de l'intelligence des plantes. Et ça nous passionne parce qu'on se dit « Ah ouais, elle aussi !» Mais non, la nature, c'est pas quelque chose qui nous ressemble. La nature, pour bien la gérer, il faut comprendre à quel point elle existe différemment de ce que nous sommes. Ouais. Et la nature, eh ben, n'est pas trop animale. Alors, j'ai pas dit que les animaux servaient à rien dans les sols, je vais tout de suite vous dire à quoi ils servent. Mais c'est vrai qu'il y a des animaux, et il y en a 1,5 tonne. Et c'est normal qu'il y en ait moins que de racines et de microbes, parce que vous savez quoi? Ben, ils mangent des racines et des microbes. Et vous savez qu'il y a cette grande règle écologique qui dit qu'avec 10 kilos d'air, on fait 1 kilo de vache. Ok? Avec 10 kilos de vache, on fait 1 kilo de vautours fossoyeurs ou de loups. Vous y êtes? Bah oui, parce qu'il y a une grande partie de la matière qu'on mange qui sert à faire de l'énergie et qui disparaît. Ça va? Donc il y a cette espèce de 10%. Donc si les animaux du sol, ils mangent ces trucs-là, bah, il y en a nécessairement moins que de ces trucs-là.
Ces trucs-là étant les racines et les microbes. Ça va? Alors vous allez me dire, ouais, mais ils sont quand même utiles. Notamment, qu'est-ce qui est utile dans les sols? Alors vous avez pu oser le dire. Mais oui, les vers de terre. Mais oui, parce que les animaux, ils grouillent. Ils grouillent, ils bougent, ils sont assez gros. Et ça va contribuer à mélanger le sol. Un peu comme le labour. Mais attention, je vais y revenir, c'est pas le labour. C'est plus compliqué. Le ver de terre, c'est pas un laboureur. Contrairement à ce que disait Darwin. Le labour, c'est différent. Mais on y reviendra tout à l'heure. Bien. Alors, les vers de terre, c'est vrai alors, tous les animaux qui vivent dans le sol, ils font des trous, ils se déplacent, ça perturbe le sol. Mais les vers de terre, ils sont extrêmement efficaces pour mélanger les composants du sol, pour une raison qui va bien vous illustrer finement qu'effectivement, le ver de terre, il mange des microbes. Tout le monde pense, enfin beaucoup de gens pensent que les vers de terre mangent. Alors oui, ça c'est vrai, mais plus spécialement la partie qui digère, on pense souvent que c'est des restes de plantes, des restes végétaux. Vous y êtes? Qui sont morts, des bouts de feuilles, des bouts de racines. C'est pas vrai. En fait, ils mangent des microbes, et là où il y a beaucoup de microbes, c'est là où les microbes sont en train de décomposer la matière organique qui est tombée au sol. Donc, ils vont avaler ça. Ouais. Et donc, ils vont être obligés de bien le broyer. Comme ils sont tout mous, ils avalent aussi des petits grains de sable. Parce que ça va les aider, comme les petites pierres dans le jabot des gallinacés, des poules par exemple, ça les aide à broyer les aliments de façon à ce qu'ils soient... qu'ensuite leurs enzymes digestives puissent bien attaquer toutes les parties de ces aliments. On y est? Mais le problème, c'est que, ils ne vont pas digérer la matière végétale, la cellulose, la lignine qui sont là-dedans, ils ne digèrent pas. Et 2, c'est même toxique pour eux. Vous savez que les plantes contiennent souvent des toxines, des tanins, des terpènes, des alcaloïdes. On vous le dit, il ne faut pas manger n'importe quelle plante. Ça peut vous foutre la chiasse ou pire. Vous avez tous vu une To the Wild. Et les plantes, c'est étonnamment toxique par rapport aux animaux. Moi, je ne connais pas d'animaux toxiques dans nos régions. Par contre, je peux tuer n'importe qui d'entre vous avec le matériel que j'ai dans un rayon de 20 mètres. Là. Vous y êtes? D'ailleurs, ça fait froid dans le dos. Et là, c'est là qu'on voit que c'est bien finalement que les gens ne connaissent pas la nature, parce qu'on pourrait faire des conneries avec. Mais là, il y a de quoi tuer du monde. Et les plantes, c'est étonnamment souvent toxique. Vous comprenez que comme elles ne se déplacent pas, elles ont besoin d'accumuler des toxines pour se défendre. Elles ne peuvent pas partir en courant quand arrive un herbivore. Donc elles ont intérêt toxique. Le problème, c'est que les parties mortes contiennent ces toxines. Qu'est-ce qui se passe quand je broie dans mon gésier avec des petits grains de sable les morceaux de végétaux? Je relâche toute la toxicité qui est dans le reste du végétal. Et ça, c'est toxique pour les vers de terre. Qu'est-ce qu'ils font? Comme vous, quand vous avez un problème digestif, vous prenez du smecta. C'est de l'argile, Là, c'est de la smectite. Ils mangent de l'argile, et cette argile, en fait, va s'attacher à ces molécules toxiques et les empêcher de rentrer dans le ver. Ça va rester dans le tube digestif et ça va finir dans les crottes. Et vous comprenez pourquoi dans les crottes, il y a de la matière organique? D'ailleurs, vous savez quoi, les grumeaux, là? Tout noir. Allez, on peut faire passer le grumeau tout noir. Qu'est-ce que c'est, ça, ces grumeaux qui est à la surface du sol? C'est des cacas de vers de terre. Et pourquoi c'est noir? C'est parce qu'ils ont digéré tous les microbes, mais pas la matière organique végétale et les toxines végétales. Vous y êtes? Oui? Alors c'est compliqué, mais une des choses qui fait que les toxines sont des toxines, c'est qu'elles contiennent des cycles aromatiques, c'est-à-dire des parties chimiques qui ressemblent à du benzène. Et ça interagit bien avec les argiles. Après, toutes les toxines ne sont pas fixées, et on fixe aussi des choses qui ne sont pas des toxines. Donc c'est pas parfait, mais enfin bon. Le ver de terre arrive quand même à se nourrir comme ça. Nous, on aurait quand même du mal à se nourrir en mangeant tout le temps de l'argile. On aurait quand même des déficits minéraux en particulier, des choses comme ça. Mais donc c'est une protection grossière, mais assez efficace pour un ver de terre. Et donc vous voyez que dans les crottes, non seulement il reste de la matière organique, parce que c'est ce qu'il n'a pas digéré, mais en plus, c'est bien mélangé avec... c'est vraiment du mélange très fin, avec de l'argile et des grains de sable. En fait, c'est en faisant caca surtout que les vers mélangent. OK? Ça, c'est assez énorme. D'ailleurs, comme la matière organique est broyée, ça va être plus facile pour les microbes de venir la manger. Et le ver de terre, qu'est-ce qu'il fait au bout d'un certain temps? 8-10 jours après, il remange ses crottes. Parce que les bactéries ont proliféré dedans. Vous y êtes? Et en plus, il n'aura pas à reprendre de l'argile. Et il n'aura pas à reprendre des grains de sable parce que c'est déjà dedans. Vous y êtes? La merde de ver de terre, c'est quand même la promesse
d'un repas facile le lendemain pour un ver de terre. Et ça manque pas, tous les 3 à 5 ans, tout le sol, dans les sols à vers de terre, tout le sol passe dans le tube digestif des vers de terre tous les 3 à 5 ans. Parce que le sol, en fait, dans ces sols-là, c'est du caca de vers de terre. C'est pour ça qu'en surface, on voit ces espèces de grumeaux. Les grumeaux, comme ceux qui passent, c'est ce qu'on appelle les turicules. Oui, parce qu'en science, on ne fait pas caca, on fait des turicules. Bon, c'est quand même de la merde. Hein. Ok, de vers de terre. Bon, alors, vous y êtes. Cela dit, il y a des régions où il n'y a pas de vers de terre. Alors, est-ce que dans ces régions-là, le sol est mélangé? Bonne réponse, mais par quoi? Alors, oui, les amibes peuvent travailler, mais j'ai dit que je ne parlais pas d'amibes, donc... Ah, vous avez dit termites. Alors, en fait, vous avez raison, les animaux qui sont là, ils peuvent effectivement, notamment ceux qui font des galeries en rejetant en surface, ce qu'ils ont excavé, ils peuvent contribuer. Mais moi, je connais des sols comme les Landes bretonnes, où là, il n'y a même pas de termites et il n'y a pas beaucoup d'animaux, et pourtant, c'est encore un peu brassé. Alors, c'est moins bien brassé, mais c'est brassé par quoi? Non, essayez d'oublier les animaux. Oui. Mais quelqu'un me dit les racines. C'est de nouveau cette réponse qu'on trouve jamais. Vous savez, les plantes, le truc qui fait tout, le décor, ok, qui fait 90% de la masse vivante autour de nous. C'est un truc qu'on n'arrive jamais à trouver cette réponse. Les racines, vous savez qu'elles grandissent en s'introduisant dans le sol. Et puis elles émettent de la matière organique. Pourquoi? Parce qu'il y a des fuites. Parce que pour bien pousser sans se faire écrabouiller, il faut émettre du mucilage qui va permettre aux composants du sol de se réorganiser quand on pousse en s'introduisant. Parce qu'aussi elles émettent des tas de molécules pour attirer certains microbes qui les aident, repousser certains microbes qui les aiment pas, désherber. Regardez le noyer par exemple, il met de la juglone par ses racines. La reine des prés, pourquoi c'est la reine des prés? Pourquoi on l'appelle comme ça, la spirée? Vous savez que la spirée, ça contient de l'aspirine. Enfin, ça contient de l'acide salicylique. L'aspirine, c'est de l'acétylsalicylate, c'est un peu plus efficace, mais le salicylate, c'est pas mal déjà. OK? Donc on récolte ça, nous, comme infusion contre les douleurs. On peut même se frotter quand on a une contusion avec de l'aspirée. D'accord? Mais en fait, elle émet ça par ses racines aussi. Et c'est la reine des prés, pourquoi? Parce que là où elle s'installe, elle fait des grands couverts uniformes, parce qu'elle désherbe en balançant des quantités astronomiques de salicylate, qui n'est pas bon pour les autres plantes, autour de la racine. C'est pour ça que ça s'appelle la reine des prés. Et vous voyez que l'aspirine, un peu, ça va, mais beaucoup, les plantes, elles n'aiment pas. Enfin, les voisines n'aiment pas. Alors, c'est intéressant ça, parce que ça veut dire qu'en fait, du temps de la vie de la plante, la rhizodéposition, comme on l'appelle, le dépôt de carbone, c'est 10 à 40% du total de la photosynthèse. Et c'est pas fini, parce que quand votre racine meurt, alors évidemment, il y a une récupération de tout ce qu'on peut récupérer, mais il reste des choses. On récupère partout. Et la racine qui est morte, c'est de la matière organique qui a été injectée là où elle a poussé. Donc, elle injecte de la matière organique en profondeur, et de son vivant, la racine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère des sels minéraux, de l'eau, de l'azote, du phosphate, du potassium, des oligo-éléments, un peu de silice, un peu de tout ça, et elle le remonte dans la plante, ça remonte dans les feuilles, et que deviennent les feuilles, au fait, un jour ou l'autre? Alors, je vous laisse trouver, pendant ce temps-là, je vais en chercher une. Elle retombe en surface. C'est-à-dire au-dessus du point où tout l'azote, tout le phosphate, tout le potassium, tous les oligo-éléments qu'il y a là-dedans, bien au-dessus de là où ces éléments ont été prélevés. Vous le sentez, ce rôle de mélange? Alors évidemment, c'est moins efficace que les vers de terre. Ça va? Alors nous, on a cru jouer aux vers de terre en labourant. Mais il ne faut pas penser que le labeur, c'est un travail de vers de terre, et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Mais avant, je voudrais récapituler. Vous avez vu que le sol, on peut le définir par là où il est. On peut le définir par ce qu'il contient, de la matière organique et de la matière minérale, et puis un chouille qu'on pourrait presque négliger de vie, sauf que le total de ce chouille se chiffre en tonnes par hectare, quand on a des hectares. Mais sur chaque gramme de sol, c'est pas énorme. Et cette vie, elle est faite de microbes qui vont faire que la matière organique est en train de se décomposer, que la matière minérale est en train de se dissoudre dans l'eau du sol, lentement, mais certainement. De racines et de vers de terre qui opèrent des brassages, et d'animaux qui opèrent des brassages. Et vous avez vu que cette vie, finalement, elle crée le sol, elle l'anime. C'est bon? Là, on a fait le sol. Bon, on pourrait faire d'autres choses, mais on n'a pas le temps.
On va maintenant regarder le labour. Le labour, il a l'air d'une bonne idée. Hein. D'ailleurs, Sully disait que ils valent mieux que les mines du Pérou. C'est-à-dire que ça nous donne des fortunes supérieures à ce que peuvent produire les mines du Pérou. Alors, pâturage, c'est une bonne idée, oui, parce qu'en fait, dans sa tête, hein, si vous regardez les agronomes de l'époque, ça faisait du fumier, et mettre du fumier sur le sol, c'était une façon, en fait, de mettre des choses qui allaient se décomposer, c'était des engrais, mais des engrais organiques. D'accord? Qui correspondaient, en fait, aux formes d'engrais que le sol utilise d'habitude, qui est la pluie, les feuilles et des cadavres. Sauf que dans les champs, on récolte, donc il faut faire pleuvoir des feuilles, des cadavres et des restes venus d'ailleurs. Vous y êtes? Pour retrouver la dynamique qui naturellement produit la fertilité. Donc il avait raison sur le pâturage, parce que le pâturage fait du fumier. Il faut s'en souvenir, hein, on sortira des engrais minéraux que si on fait du fumier. Il n'y a pas d'opposition entre l'élevage et la culture. Ce n'est pas une raison pour faire de l'élevage intensif et de faire que ça dans des régions où on ne sait pas quoi faire du fumier. Vous y êtes? C'est ce que je suis en train de dire. Et je n'ai pas dit non plus qu'on mangeait pas trop de viande. Ok? Et ce que je dis, c'est que manger un peu de viande, c'est pas mauvais pour la santé, et c'est bon parce que ça permet de faire du fumier. Fumier, ça permet de faire de l'engrais. Alors ça, c'est pas ce que je voudrais vous raconter. C'est la partie de la citation de Sully qui, techniquement, nous paraît bonne, vue d'aujourd'hui. Le fumier comme source de fertilité, comme engrais. Mais il dit labourage. Alors, là, c'est un peu difficile, parce que c'est vrai qu'à court terme, le labour, ça marche. Nos anciens ne sont pas des dingues. Hein. S'ils ont commencé à labourer, c'est qu'effectivement, ça produit plus. Alors, non, mais ils n'avaient pas des tracteurs et le pétrole à gogo. Hein, donc, quand vous faites ça en appuyant sur votre charrue tiré par un cheval à moitié boiteux, et parce que vous n'avez pas l'argent pour vous... mais ça détruisait quand même. Même l'arrérage, qui diffère du labour, parce que c'est juste rejeter la terre sur les côtés et non pas la retourner un petit peu. Hein, le labour, il déjette la motte sur le côté. Hein, donc, la motte, et elle tourne. Même l'arrérage, ça abîme les sols. Mais moins vite, on est d'accord. C'est vrai que nous, on y met le paquet. Mais c'est vrai que plus on laboure profond, plus l'effet de fertilisant est élevé. Sauf qu'avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Le labour abîme les sols. Mais j'aurais déjà vous montrer que ce n'est pas un travail de vers de terre. Pourquoi? Parce que il y a un truc que je ne vous ai pas dit, c'est où est-ce qu'ils font caca les vers de terre? En surface, parce qu'ils sont dans un tube, donc ils font des turicules en surface, et ça fait comme des espèces de petites tours, turicules, petites tours, parce que quand vous vivez dans un trou, on ne peut pas faire caca dans le trou, ça le boucherait. D'accord? Donc ils sortent faire caca dehors, et ils font caca par-dessus le sol. Et donc ils enfouissent toutes les choses qui sont déposées. Notamment les feuilles, très vite, sont enfouies sous les cacas de vers de terre. C'est pour ça que quand il y a des vers de terre, souvent on ne voit pas de matière organique sur le sol parce qu'elle est tout de suite enfouie. Darwin avait fait cette expérience. Il avait mis un petit peu de craie dans son jardin, où il y avait des vers de terre, et puis il suivait l'enfoncement de la craie chaque année. Il avait défini une vitesse moyenne d'enfoncement. Vous y êtes? Qu'est-ce qui se passe quand on laboure? Les pierres remontent. Eh ouais, parce que quand vous labourez, vous déplacez tous les blocs et vous faites des trous. Quand vous avez un bloc qui monte d'une certaine taille, est-ce qu'il peut redescendre à sa position de départ? Peut-être s'il le fait vite, mais s'il ne le fait pas assez vite, il y a un petit qui se met en dessous. Et donc s'il redescend, il ne redescendra pas aussi profond. Vous y êtes? En fait, c'est comme quand vous agitez des billes de taille différente. Si vous les agitez beaucoup, les grosses sont au-dessus, les petites en dessous, à cause de cette règle-là. Et le labour fait remonter les morceaux, alors que les vers de terre, vous les enfouissent. Vous sentez à ce petit détail que le labour, c'est pas qu'un travail de vers de terre. Bien sûr, ça remonte la fertilité, mais c'est plus violent. Alors cette violence-là, elle est problématique. Elle est problématique parce qu'elle favorise l'érosion. Pour 3 raisons. 1. Vous arrachez les racines des plantes et vous détruisez les filaments des champignons. Les morceaux de sol ne sont plus collés entre eux. 2. Comme vous aérez, les bactéries respirent mieux. Pas les champignons puisqu'ils sont fait arracher la gueule. Hein. Mais les bactéries, elles supportent le labour puisqu'elles sont toutes petites, elles sont dans les grumeaux, elles survivent bien et il y a plus d'air, elles respirent plus. Donc il y a moins de matière organique dans le sol. Or la matière organique, ça colle les morceaux de sol entre eux, c'est un peu gluant. Donc, comme ils sont moins collés et qu'il n'y a plus un réseau de racines et de mycélium pour les retenir, ils s'en vont plus facilement, d'autant plus que 3,
souvent on laisse le sol nu après, on ne ressème pas tout de suite. On attend l'hiver, et comme il est nu, alors en plus, le vent peut entraîner des choses, l'eau aussi. Les sols labourés s'érodent 10 à 20 fois plus vite que les sols non labourés. Et tout travail de sol, même s'il est rikiki, il favorise ça. Mais alors plus ou moins vite, on est d'accord. Vous y êtes? En fait, le labour conduit à la perte des sols à long terme. Il est très efficace à court terme. En plus, vous avez senti que ça désherbe. Comme le sol il est un petit peu aéré, les racines des plantes qui vont germer, elles pénètrent mieux. À court terme, c'est très bien. À long terme, en fait, c'est très bien, ça augmente la production, mais ça mange le capital, parce que votre capital s'érode. Vous y êtes? Donc en fait, vous êtes en train d'utiliser le capital pour produire plus. Et ça, c'est pas une gestion de père de famille. Et pour en revenir à ce que vous disiez, pour essayer de vous montrer que même l'arrérage est problématique, quand vous allez en région méditerranéenne, autour des grandes cités de la Grèce antique ou du Moyen-Orient, vous avez des plaines désertiques, et vous dites, ou en tout cas des très maigrement productrices, quand vous allez à Rhodes, par exemple, c'est complètement minéral. Hein. C'est des endroits qui sont absolument super. Allez aussi à Malte. C'est somptueux, en plus, c'est très beau, mais vous verrez, on voit la roche. Et on se dit, ah bah oui, les sols méditerranéens, ils sont squelettiques. Mais que croyez-vous que mangeaient les gens à l'époque quand ils ont bâti ces villes? Les produits de la campagne, et pas une campagne lointaine, ils ont installé leur ville au milieu de campagnes productives, avec des sols hyper productifs. Alors, bon, il y a aussi eu un léger changement climatique en Méditerranée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a moins de pluie estivale, alors que dans l'Antiquité, les pluies étaient en été. Ça joue aussi. Mais il y avait des sols. Il ne suffisait pas qu'il y ait de la pluie. Hein. Oui, alors on voit aujourd'hui que nos pratiques, elles sont un peu dangereuses pour les sols. Je vais récapituler les 3 pratiques qui sont dangereuses et puis après, je vais revenir à mes questions de tout à l'heure. La première pratique qui est dangereuse, c'est le labour. La deuxième, c'est les engrais minéraux. Pourquoi? Parce que comme vous n'amenez plus de matière organique, elle ne fait plus son boulot dans le sol, qui est de nourrir des microbes, de lutter contre l'érosion et de retenir l'eau. Ah oui, la matière organique, c'est... En fait, la bonne image de la matière organique, c'est la morve. Alors, bon, je ne vous ai jamais fait ça, mais il y a des gens, ils se curent le nez et ils sortent un peu de morve. Hein. Alors après, c'est super dur à enlever parce que ça colle. Hein? Non? Oh, vous ne l'avez jamais fait. Bon, ok. Mais si vous l'aviez fait, vous auriez vu. Et puis, on sait que la morve, effectivement, ça peut retenir beaucoup d'eau. Faites l'expérience. Tirez une crotte de nez. C'est dégueulasse, ok, mais quelque part, ça sort de nous, donc c'est un peu nous, hein, quand même. Donc c'est nous qui sommes dégueulasses, ou alors c'est vivant. D'ailleurs, souvent, il y a des bactéries dedans, donc c'est vraiment vivant. Mettez une crotte de nez dans un verre d'eau et revenez 5-6 heures plus tard. Vous verrez que ça gonfle, un peu comme... Mes étudiants, ils adorent faire ça, ils foutent dans de la vodka des fraises tagada ou des trucs comme ça, hein, et au bout de 3-4 semaines, c'est boum. La matière organique, ça interagit avec l'eau et ça la retient. Donc, vous voyez que il y a ces problèmes. Donc, mettre des intrants organiques, c'est pas très, mettre des engrais minéraux, c'est pas très bon. Labourer, c'est pas très bon. Mettre des pesticides, c'est pas très bon parce que ça abîme tout. Puis de toute façon, l'agriculteur et le consommateur ont des résidus, donc c'est pas bon. Là, je vais pas vous convaincre de ça. Et puis dans les trucs aussi qui vont pas tout à fait, parce que les agriculteurs, vous allez me dire, les agriculteurs quand même, ils abîment les sols. Mais les agriculteurs, c'est pas eux qui abîment le plus les sols. En fait, ils les abîment, mais ils les tuent pas. Qui tue les sols? Non mais qui, comme individu? On est d'accord que les engrais, les pesticides, c'est pas que ça tue, mais ça abîme la vie, ça fait que ça fonctionne plus pareil. Mais ça vivote encore. Mais oui, regardez sous vos pieds. Vous le sentez le sol? Il y a eu un sol ici. Hein, c'était une forêt autour du château de Vincennes où les rois de France venaient chasser quand ils avaient 2 secondes. Ok, vous le voyez le sol là-dessous là? C'est les citadins, hein, qui, avec l'extension des zones urbaines et les aménagements, recouvrent les sols de béton. Et ça, alors là, ça par contre, ça tue le sol. Donc, il faut arrêter de faire de l'agribashing, hein, il faut commencer par soi. Est-ce que vous êtes sûr que vos élus aménagent votre commune d'une façon qui évite d'enfouir du sol agricole? Eh bien, bon courage. Ok, alors, en fait, garder les sols, vous le comprenez, c'est garder l'alimentation humaine. Mais pas seulement parce que les sols, ils ont des rôles en dehors de ça. Ils ont d'autres rôles
que de nourrir l'homme. Après vous avoir dit ce qu'il y avait dans les sols et la vie qu'il y avait dedans, je voudrais maintenant, j'ai ensuite essayé de montrer un petit peu que les gestes qu'on faisait n'étaient pas cohérents. Je ne détaille pas, mais il y a aujourd'hui des gens qui arrivent à faire des agricultures plus cohérentes, en utilisant du fumier, c'est l'agriculture bio, on ne met pas d'engrais minéraux, ou en ne labourant plus, ce qu'on appelle la permaculture. Donc il y a des gens qui essaient et puis il y a des laboratoires de recherche qui essaient d'appuyer ça. Mais je pense que leur démarche, elle est non seulement vertueuse parce qu'on a besoin de conserver nos sols pour manger, mais aussi parce que les sols servent à autre chose. Et j'en viens à mes questions. Je vous ai dit, je vous ai demandé pourquoi il fait frais sous une plante en été. Ou quand on met le cul dans l'herbe, qu'on mange, quand on se relève, on a les fesses humides. C'est parce que les feuilles de l'herbe ou les feuilles des arbres évaporent de l'eau et que cette évaporation consomme de l'énergie, donc ça rafraîchit. D'accord ? Mais il faut que cette eau, elle vienne de quelque part. D'où vient-elle ? Bon, elle vient de la sève, mais effectivement, à la fin, elle vient des sols. Et oui, il faut que quelque chose retienne l'eau après la pluie. Et ça, c'est les sols. Vous avez entre 50 et 100 litres d'eau sous chaque mètre carré de sol, qui sont retenus dans les petits trous du sol. Qui a fait les trous d'ailleurs ? Alors pas le labour, hein. Ça fait des gros trous, c'est des trous où l'eau s'écoule bien. Non, c'est les trous de vers de terre, c'est les trous de racines mortes, c'est les trous de filaments de champignons morts, c'est les trous de bactéries qui se déplacent et puis ce tout mini petit trou. Puis alors c'est des trous bien ça, parce que le trou de racine, il est tartiné de la matière morte de la racine, le trou de vers de terre, il est tartiné de mucus de vers de terre, donc en plus il y a de la matière organique qui colle bien c'est des trous bien stables. Parce que le trou de labour, hein, c'est des trous dans du sable, c'est des trous dans de la poussière, il n'y a pas de matière organique, le trou il est fait en vrac, c'est des trous qui s'effondrent. C'est vrai qu'il faut relabourer d'ailleurs. Donc, j'ai des trous qui ont été faits par la vie du sol, et ces trous, ils contiennent de l'eau. Ah, et puis il y a de la matière organique qui retient l'eau. Et tout ça, ça fait que quand il pleut, tout part pas à la rivière avec une crue monstrueuse dans l'heure qui suit, puis plus rien. Ce qui était le cas avant qu'il y ait des sols sur Terre. Avant 500 millions d'années, j'en parle dans mon bouquin « L'origine du monde », parce qu'en fait, les sols sont l'origine du monde tel qu'on le connaît actuellement. Entre deux pluies, il faisait sec, quoi. Il y avait des tas de sable, la roche nue, et pas d'eau. Il n'y avait pas de rivière non plus. Il y avait des ouèdes. Quand il pleuvait, tout dévalait la pente. Si on était en plaine, tout serpentait en vrac, comme sur une plage à marée basse, quand l'eau se ressuit de la plage. Hein, c'était vraiment comme ça à l'époque. Donc, vous voyez que ça soutient, ça évite les crues, ça soutient le débit des rivières entre deux pluies, parce que quand même, le sol finit par se vider, mais lentement, et l'essentiel du sol, en fait, se vide par la sève des plantes et retourne dans l'air. Au passage, il fait frais sous les plantes. Mais c'est un détail. Vous saisissez que finalement, ça construit la façon dont l'eau se meut autour de nous. Ça construit le fait qu'il y ait des rivières, même entre deux pluies, et que l'eau reste, le temps que parce que les trous de vers de terre, les trous laissés par les filaments de champignons et tout, c'est le bordel pour trouver la sortie. Hein. Bonjour. Donc quand il pleut, l'eau commence à chercher la sortie plutôt vers le bas, et le temps qu'elle trouve, hop, elle peut se faire choper pour rentrer dans la sève, où elle finit par trouver la sortie, et ça soutient le débit des rivières. Ça, c'est complètement construit par les sols, ça. Et notamment, du coup, il fait frais au soleil d'été quand vous êtes sous un figuier. Bon. Donc ça construit le cycle de l'eau. Vous m'avez cité un aliment qui ne sortait pas du sol, là, tout à l'heure. C'était quoi déjà ? Ouais, les poissons et les algues. L'eau qui est dans les rivières et en mer, d'où elle vient ? À un moment, elle est passée par des sols, vous y êtes ? Bon, d'accord, il y a de l'eau qui pleut directement sur les lacs, qui pleut directement en mer, mais... Donc cette eau, elle a emporté une partie de la fertilité. Vous savez que la vie du sol est en train petit à petit de mettre dans l'eau. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des algues et des poissons dans les rivières ? C'est parce que ces algues peuvent se développer, parce qu'il y a de l'azote, du phosphate, des choses comme ça, mais ça vient du sol. L'eau de pluie, elle ne contient pas ça. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on pêche ? Est-ce qu'on pêche au milieu de l'océan ? Non, parce qu'au milieu de l'océan, quand il y a un cadavre de poisson ou d'algues, il sombre, d'accord ? Il sombre jusqu'à 3-4 000 mètres de fond. Alors là, il y a des trucs qui vont le bouffer et qui vont recycler l'azote et le phosphate. Mais ce sera loin de la lumière. En fait, c'est une machine à appauvrir la surface, l'océan.
Et donc, au milieu de l'océan, il n'y a pas grand-chose à bouffer, il n'y a pas beaucoup d'algues, pas beaucoup de poissons. C'est pas là qu'on pêche. C'est pour ça qu'on est obligé de pêcher la morue. Quand on a eu pêché toutes nos morues bretonnes, qu'on est obligé d'aller en Islande et à Terre-Neuve. C'est le long du littoral. C'est pour ça que les pêcheurs bretons, ils n'aiment pas le Brexit. C'est parce qu'en fait, ils n'ont plus accès à des eaux littorales. Et c'est ces eaux-là qui sont poissonneuses. Pourquoi? Parce que c'est elles qui reçoivent par le biais des fleuves une partie de la fertilité des sols qui est partie avec l'eau. Parce que le temps que l'eau trouve la sortie, elle a le temps de se charger en sels minéraux. Vous y êtes? Donc les produits de la mer, ils sont produits par les sols. En grande proportion. Et ça donne des points d'actualité comme le Brexit, où effectivement, quand vous regardez le linéaire de côte de Grande-Bretagne, c'est énorme. Et puis en plus, les fleuves comme le Rhin et tout, leurs sédiments, leur richesse nutritive, elle se déverse aussi dans les eaux de Grande-Bretagne. De ce point de vue-là, ce n'est pas vraiment une fertilité grande-bretonne. Alors bon, je sais que la question de l'appartenance de l'Angleterre à l'Europe est une question délicate. Hein. C'est vrai que c'est pas comme si la Grande-Bretagne était entre l'Irlande et la France. Là, ce serait simple. On comprendrait que c'est en Europe. Et bon, c'est pas drôle. Hein. C'est triste. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que ça recoupe l'actualité et que donc votre histoire de trucs qui venaient pas du sol, le poiscaille, hein, il est quand même un petit peu nourri par les sols. Et c'était quoi la dernière question? On s'était demandé, ah oui, comment stocker du carbone? Et vous m'avez dit, on va planter des forêts. Pourquoi pas, hein? C'est vrai que quand la forêt grandit, ça fait de plus en plus de matière organique, et c'est autant de CO2, le carbone qui est dedans, c'est autant de CO2 qui n'est pas dans l'air, donc ça rafraîchit le climat. Dans le sol aussi, il y a de la matière organique, absolument. Vous y êtes? Et en fait, les sols, ils peuvent faire ou défaire le climat. Alors, on va déjà défaire le climat. Il y a un paradoxe, c'est qu'on aurait dû rentrer en glaciation il y a 5 ou 10 000 ans. On aurait dû rentrer en glaciation, parce que vous savez qu'on a eu des glaciations là depuis 2 millions d'années. Alors vous n'étiez peut-être pas nés, mais ça s'est succédé. Non, j'en vois qui ont l'air plutôt jeunes dans la salle. Alors. Mais moi, je peux vous dire, ça fait 2 millions d'années qu'il fait froid de temps à autre. Et en fait, ça, c'est un déterminisme astronomique. Hein. C'est des histoires d'excentricité, d'inclinaison de la Terre sur son... Bref. Ok. Et en fait, la prédiction, c'est qu'il devrait recommencer à faire froid. Alors, non seulement en ce moment, il ne recommence pas à faire froid, mais surtout, le climat, il s'est stabilisé dans les 10 derniers milliers d'années. Pourquoi? On a labouré. Quand on laboure, on met de l'oxygène dans le sol. On aide les bactéries à respirer, vous vous souvenez? Donc les sols, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent de la matière organique, ça je vous l'ai dit, et ça fait du CO2. L'humanité a émis 2 fois plus de CO2 en labourant que depuis le début de l'ère industrielle. Sauf qu'au début, ça a juste bloqué le refroidissement. Ça, c'était bien, parce que du coup, la température était constante. Dans cette température constante, il a été possible de développer des pratiques agricoles un petit peu lentement, parce que l'environnement ne changeait pas trop. Donc ça a été génial. Bon, sauf que maintenant, vous rajoutez par-dessus, alors vous labourez plus, vous aviez tout à fait raison, donc vous rejetez encore plus vite le CO2 du sol, et puis vous avez le CO2 industriel domestique, et là, ça commence à être le foutoir. Donc, vous voyez que le sol peut régler ou dérégler le climat, ça dépend comment on s'en sert, mais donc maintenant, on se retrouve avec des tas de sols qui n'ont plus de matière organique. Et on a vu que, du coup, ils s'érodent facilement, ils ne retiennent pas l'eau, ils nourrissent plus les microbes. Vous y êtes? Bon, on n'a qu'à foutre de la matière organique dedans. Déjà, ça nous évitera de mettre des engrais minéraux. Et deuxièmement, ça refera de la matière organique qui va mettre du temps à se décomposer parce que ça prend du temps. D'accord? Et le temps qu'elle ne se voit pas décomposer, ça fait autant de carbone qui n'est pas sous forme de CO2 dans l'air. Tandis que si vous brûlez vos épluchures, si vous brûlez vos déchets, si vous les méthanisez d'ailleurs, ça ne fait pas de matière organique. Vous me suivez dans mon raisonnement? C'est le raisonnement du 4 pour 1000, une initiative qu'on doit à Stéphane Le Foll, qui dit que, alors c'est un calcul grossier, vous allez voir pourquoi c'est grossier, qui dit que si chaque année on augmente la teneur en matière organique de tous les sols de la Terre de 0,4%, soit 4 pour 1000, eh bien on annule l'ensemble des émissions de CO2 de cette année-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer, ça veut dire que c'est une bonne façon d'aller déjà compenser tout ce qu'on a émis. Et ça, c'est génial, parce que quand vous remettez... Alors, c'est pas faisable partout, c'est là que c'est juste un chiffre pour fixer les idées. Vous n'allez pas aller faire ça partout. Vous n'allez pas aller en Patagonie, déposer des épluchures de carottes pour être sûr qu'on fait du 0,4 pour 1000 au sud de la Patagonie. Enfin,
D'ailleurs, mais le fait d'y aller, ce serait pas très bon en termes d'effet de serre. Donc, on ne pourra pas le faire partout. C'est juste un chiffre pour dire, regardez, finalement, les ordres de grandeur sont compatibles. On peut faire quelque chose en remettant de la matière organique dans les sols et même en mettant pas beaucoup par an, sachant qu'elle finira par ressortir, mais le temps qu'elle est là, vous recréez un stock. De même que quand vous faites pousser une forêt, vous créez un stock de bois. Vous y êtes. Le temps que vous créez le stock, eh bien, c'est du temps où vous stockez du carbone. Ça va ? Donc, et en plus, c'est multiplement vertueux parce que vous allez recommencer finalement à mettre de l'azote, du phosphate sous une forme organique, donc vous fertilisez, vous luttez contre l'érosion, vous faites des sols qui retiennent mieux l'eau. Et dans un pays dont le climat commence à devenir méditerranéen, le changement climatique, pour nous, c'est des étés plus secs. C'est bien que les sols ils conservent l'eau. Vous y êtes ? Et donc, c'est bien de planter des arbres. Sauf que quand vous avez planté des arbres, vos enfants, ils auront des forêts et ils ne pourront pas y toucher parce qu'il ne faut pas toucher le stock de carbone. Si vous mettez de la matière organique dans les sols, vous n'aménagez pas du tout le territoire des générations suivantes. Vous leur faites des sols riches et font ce qu'ils voudront. S'ils veulent de la forêt, ils mettront de la forêt. S'ils veulent des patates, ils mettront des patates. S'ils veulent des fraises, ils mettront des fraises. Vous n'allez pas préempter l'occupation du territoire des générations suivantes. Je ne dis pas que la compensation carbone par les arbres, ça ne marche pas, mais quand même, ça revient à prendre un engagement pour les générations suivantes. Alors, je vais prendre votre question, mais j'en arrive au temps où j'ai fini, moi, à vous raconter mon histoire. J'ai essayé de vous définir le sol. Et on a vu que, en fait, ces dernières années, c'est la vie qu'il y a dedans qui domine tous les principes qui mènent à la dégradation de la roche, à la dégradation de la matière organique et au mélange. On a vu que quand on a compris ça, et qui sont les microbes qui sont vraiment les charnières là-dedans, bien que les animaux et les racines jouent leur rôle, on s'aperçoit qu'il y a des pratiques qui sont bizarres, qui sont rentables à court terme, mais qui sont bizarres à long terme, voire très dangereuses. Et on a envie de changer tout ça, d'autant plus qu'on comprend que le sol, c'est lui qui fait le cycle de l'eau, le comportement de l'eau. C'est lui qui est important pour la fertilité, même des océans, et donc globalement pour toute notre alimentation. Et aussi que le sol, il peut faire de l'effet de serre ou en défaire. Ça dépend comment on le gère. Eh bien, tout est dit. On a montré que la réponse aux questions que je vous ai posées tout à l'heure, c'était très souvent plutôt le sol auquel il fallait penser. Aussi, alors évidemment, j'ai un peu poussé le travail, et ce sera ma conclusion. Ce que j'ai dit sur le climat est assez emblématique. La connaissance du vivant et de l'écologie n'est une fatalité que si on l'ignore. Si vous avancez dans l'ignorance de ça, ces sciences ne vous serviront qu'à expliquer pourquoi ça marche mal, ce qui est le cas aujourd'hui. Si vous avancez en conscience de ça, vous saurez trouver des routines qui... Alors, il faudra peut-être ajuster, parce que la permaculture, la culture bio, c'est quand même des fois un peu difficile dans certaines circonstances. Mais si vous connaissez ça avant, vous pouvez commencer à choisir vos gestes et même vous avez de nouvelles perspectives d'aménagement et de gestion. Et là, c'est plus une fatalité. Vous y êtes ? Et je voudrais terminer par un mouvement d'humeur. Comment les mathématiciens peuvent-ils nous dire qu'il y a un problème de maths dans la formation des jeunes, que l'on me dise le problème de société qui est derrière, si ce n'est que notre classement à Pise est moins bon. La génération précédente était visiblement meilleure en maths, puisque le niveau baisse. Ok ? Qu'est-ce qu'elle a fait à l'environnement ? C'est clair, on trempe dans les problèmes des crises sanitaires et environnementales terribles, et on a des lobbies qui continuent à nous vendre de la mort, et une des morts que l'on vend dans nos cervelles, c'est les maths. On a tous besoin des maths, mais pas pour faire des maths. Là, il y a une préemption des matheux d'1h30 en première et en terminale où il n'y a plus de SVT. Et vous savez quoi ? On vient d'arracher les pattes, ou les oreilles, ou n'importe quoi qui fait très mal quand on l'arrache au corps à la génération suivante. C'est ça qui s'est passé. Donc on est très mal parti pour réaliser le programme. On est parti pour continuer à vivre l'écologie et la biologie comme une fatalité. Alors que ce n'est une fatalité que si on l'ignore avant d'agir. Ce que nous sommes en train d'organiser, c'est dramatique, parce que ce que je suis en train de vous dire, on n'est pas sorti de la merde. Tout à l'heure, j'ai dit que les sols ils étaient abîmés plus par les citadins que par les agriculteurs. Et ça, c'est pas intuitif. Sauf si on a fait un peu d'écologie dans sa vie. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr